séminaires du jeudi ont pour vocation de faire connaître les activités, notamment les activités de recherche des acteurs de l'école d'ingénieurs Polytech Paris-Saclay. On a commencé il y a à peu près 6 mois par différents séminaires. En gros, la vitesse de croisière, c'est un séminaire par mois. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Gaël Satonnet. Gaël est professeur à l'université et travaille au laboratoire de physique des deux infinis, Irène Joliot-Curie, qu'on appelle IJC Lab. Ses travaux portent sur les matériaux pour les applications dans les accélérateurs de particules de haute énergie. Et c'est aussi un membre actif en termes d'enseignement. Il enseigne au département matériaux, mécanique et énergie, notamment la thermodynamique. Il est également responsable de la 3e année du département matériaux en apprentissage. Et puis, il est responsable d'un master international nucléaire énergie de l'université Paris-Saclay. Voilà, aujourd'hui, donc, Gaël va nous présenter ce séminaire Regard dans le vide, le LHC sous pression. Et donc, je lui laisse la parole. Ok, merci. Merci Pascal. Alors, je crois que je suis en mode, je suis pas en mode diaporama. Non. Donc, j'ai peur que si j'arrête le partage, bon, je vais essayer. Non, en mode pourtant, j'avais fait l'application. Diaporama, autorisé. Voilà, c'est parfait. Tu es en mode présentation. Super. Ok, désolé. Ok, désolé de ce retard. Bonjour à tous. L'objectif de ce séminaire, c'est pas de faire un exposé sur le boson de Higgs ou vous faire un cours approfondi de physique des particules. J'en serais bien incapable. Mais c'est plutôt au travers de l'exemple du LHC, du domaine de la physique accélérateur. Et par ailleurs, comme dans des domaines industriels traditionnels, par exemple automobile ou l'aéronautique, il existe également des problématiques matériaux pour la production de grands instruments, tels que le LHC, mais on peut aussi citer ITER par exemple. Et il faut souligner également l'importance des matériaux et qui doivent répondre à un strict cahier des charges. Et enfin, je vous montrerai un petit peu les problématiques du domaine, notamment liées, comme c'est indiqué dans le titre, au vide et à l'ultravide. Donc, le plan, je vais d'abord vous parler un petit peu du LHC. Qu'est-ce que c'est exactement que le LHC? Alors, il faut savoir que le LHC, c'est un des accélérateurs du CERN. Le CERN, c'est le Conseil européen pour la recherche nucléaire, fondé en 1954. Et en fait, c'est le plus grand centre de physique de particules du monde. En fait, il regroupe moins important d'accélérateurs de particules et il est situé en fait sur la frontière franco-suisse, tout près de Genève. On peut le voir ici, vous avez ici avec cette photo Google Maps le site de mer du CERN qui est situé, vous voyez l'aéroport de Genève qui est ici. Le lac de Genève est là, donc c'est tout près de Genève. Alors en fait, le CERN compte 23 États membres qui gèrent et pilotent les activités du CERN, donc des États européens, comme vous pouvez le voir ici, notamment avec une forte contribution de la France. Le budget annuel, 1 milliard d'euros. Et le CERN a 2 missions principales, on va dire. Une première mission qui est de la recherche fondamentale dans le domaine de la physique des particules, pour comprendre de quoi il fait l'univers et comment il fonctionne, donc à l'échelle de l'infiniment petit. Mais également, il a une mission de transfert de connaissances, de technologies, pour faire tomber dans le domaine public de technologies qu'ils ont pu développer. Par exemple, ce qu'on connaît tous, le World Wide Web, a été développé par quelqu'un qui travaillait au CERN, notamment à travers le développement du protocole qu'on connaît bien pour Internet, HTTP, langage HTML. C'était quelqu'un du CERN qui a développé ça au tout début pour faciliter en fait le transfert de données entre différentes communautés scientifiques. Le contrôle à l'écran tactile aussi, qui a été développé au CERN dans les années 70 pour piloter certains accélérateurs. Et puis, il y a des retombées dans le milieu médical, etc. Je ne vais pas tout citer ici, mais en fait, ils ont aussi une mission
de retranscrire, en tout cas de donner dans le public certaines avancées technologiques. Alors maintenant, je vais vous parler du LHC. LHC, le Large Hadron Collider, ou Grand Collisionneur de Hadron. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que grand? Pourquoi grand? Donc ici, vous avez sur ce slide, en fait, le complexe accélérateur du CERN, tous les accélérateurs qui sont au CERN, en fait, que ce soit des accélérateurs dits linéaires ou des anneaux. Donc le LHC, c'est celui-là. Et donc, en fait, le CERN pilote et coordonne les actions de recherche qui peuvent être réalisées, également les actions de technologie, pour tous ces accélérateurs. Alors pourquoi grand? Si on regarde un petit peu, en particulier le plus grand des accélérateurs du CERN, mais qui est également le plus grand accélérateur du monde, c'est donc un anneau de 27 km de circonférence, qui est enterré dans un tunnel à environ 100 mètres de profondeur. Alors ça dépend des endroits, hein, mais en gros c'est 100 mètres de profondeur. Cet anneau permet d'accélérer des protons jusqu'à une énergie de 7 TeV. On voit ici le rapport bêta, c'est le rapport entre la vitesse des protons et la vitesse de la lumière, pour dire. Donc on a des protons qui circulent quasiment à la vitesse de la lumière. Alors pour mémoire, 1 TeV, c'est 10 puissance 12 électronvolts. Et en fait, les protons vont parcourir les 27 km de circonférence, en fait 11 245 fois par seconde. Si vous regardez bien ici, donc en fait, vous avez l'anneau qui passe en dessous du lac de Genève, hein, d'ailleurs. Et en bleu, c'est ce qu'on appelle le SPS. C'est un accélérateur circulaire également qui permet en fait de préaccélérer les protons et de les injecter dans le grand anneau du LHC. Et si vous regardez bien aussi sur cette figure, en fait, on a deux anneaux parce qu'on a affaire à ce qu'on appelle un collisionneur. On a deux faisceaux de particules qui circulent en sens inverse. Pourquoi un collisionneur? Donc, vous avez ici un schéma de l'anneau, avec un faisceau qu'on appelle de façon un peu commune le faisceau bleu, qui circule dans le sens des aiguilles d'une montre, et le faisceau rouge, qui circule en sens inverse. Et on a des points d'interaction entre ces deux faisceaux de protons au niveau de ce qu'on appelle des détecteurs. Donc, vous avez, ou d'expérience, hein, qu'on appelle Atlas, HCB, CMS et ALICE pour les principaux. Et à ces endroits-là, les deux faisceaux de protons collisionnent. Et on essaie de détecter donc les particules élémentaires qui sont produites lors de ces collisions au moyen de ces détecteurs. Donc vous voyez ici un exemple. Donc quand on dit détecteur, vous voyez ce que c'est? Ça, c'est des détecteurs situés, qu'on appelle Atlas. Vous avez ici quelqu'un, hein, une personne pour vous donner la taille du détecteur en question. Et donc en gros, hein, ce petit détecteur rentre dans une caverne qui pourrait contenir une cathédrale. Il faut bien voir les dimensions de ces instruments. Alors ensuite, un collisionneur, il a pour but donc de faire collisionner des particules des protons, en l'occurrence, qui ne sont pas très gros. C'est compliqué à arriver à faire collisionner ces particules très petites. Et donc, pour mesurer l'efficacité de ces collisionneurs, on a défini une grandeur qui s'appelle la luminosité, donc intégrée, c'est-à-dire intégrée par unité de temps, en fait, sur l'année notamment. On mesure le nombre d'événements de collision qui ont lieu pour une année, par exemple, pour ce type de collisionneur, mais c'est également le cas pour d'autres collisionneurs dans le monde. Donc, vous voyez, par exemple, en 2018, la luminosité maximale a été atteinte pour le LHC. Pourquoi un collisionneur également? Bien, en fait, on pourrait très bien des collisions avec une cible qui sont en anglais, que j'ai récupéré, qui sont en anglais. Donc, on pourrait très bien faire des collisions, et ça existe, hein, avec des cibles fixes. Mais en fait, dans ce cas-là, le faisceau qui va venir frapper la cible, eh bien, l'énergie est en partie dissipée dans le matériau cible. Alors que lorsque vous avez deux faisceaux de protons qui vont collisionner entre eux, ce qui est aussi difficile techniquement, mais se fait donc, là, en l'occurrence, l'énergie globale va être la somme des énergies des deux faisceaux. Et donc, on a une énergie qui peut être plus grande, d'une part, et en fait, on a également toute l'énergie qui est disponible pour la production de particules élémentaires, des nouvelles particules qu'on veut étudier. Alors, on a dit, c'est un collisionneur, grand collisionneur de hadrons. Un hadron. Qu'est-ce que c'est qu'un hadron? Bon, en fait, en physique des particules, c'est défini comme étant des particules composites, donc qui ne sont pas élémentaires, et ils sont donc constitués d'autres particules qui sont des quarks en l'occurrence, et qui sont par ce qu'on appelle l'interaction nucléaire forte, au moyen de ce qu'on appelle des gluons. Alors, en gros, les protons et les neutrons sont des hadrons. Alors, les neutrons, on ne peut pas les accélérer parce que ce ne sont pas des particules chargées, on ne peut accélérer que des particules qui sont sensibles à des champs électriques ou magnétiques, donc des particules chargées, comme les protons, mais également comme des ions positifs ou négatifs. Et donc, dans le LHC, on accélère des protons, mais quelquefois, on accélère également des ions lourds comme le plomb, des plombs chargés positivement, qui peuvent être accélérés également au sein de l'accélérateur.
Et au contraire, on parle de leptons, qui sont donc des particules, cette fois élémentaires, constituées d'une seule particule, comme les électrons ou son antiparticule, le positron. Donc, on a un collisionneur, un grand collisionneur de hadrons. Alors, à quoi ça sert? Donc, dans le LHC, en fait, on crée des collisions entre particules qui permettent de créer des particules élémentaires ou des nouvelles particules. On a des particules qui étaient éventuellement prédites par la théorie, comme le boson de Higgs, hein, qui était une particule qui était prévue dans le cadre du modèle standard, qui n'avait jamais été observée jusqu'en 2012, où, grâce au CERN, on a pu observer pour la première fois de façon expérimentale le boson de Higgs. Et en fait, le CERN, avec ses collisions, permet en fait, enfin le LHC, pardon, permet de recréer des conditions qui étaient celles juste après le Big Bang, lors de la crachère. Alors, pas tout juste après, c'est-à-dire on remonte à 10-12 secondes. Et en fait, on a une image de l'univers primordial grâce à ces collisions proton-proton. Alors, en fait, finalement, ce collisionneur, permet de regarder l'infiniment petit, comme le ferait, si vous voulez, un microscope très perfectionné qui permettrait donc de voir aux échelles, à des échelles infiniment petites. Et voilà, donc c'est le principal utilisation d'un pour étudier également d'autres aspects comme la matière noire, mais je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Donc en gros, ça permet de voir les molécules élémentaires à une échelle vraiment très fine. Alors, juste un mot sur les accélérateurs en général. Il est répertorié dans le monde environ 30 000 accélérateurs, et la plus grande partie d'entre eux, alors ils n'ont pas la taille du LHC évidemment, hein, il y a des accélérateurs qui sont beaucoup plus petits, mais la majorité d'entre eux sert à des applications industrielles, 20 000 sur 30 000, ou à des applications médicales. Il y a moins de 1% de ces accélérateurs qui sont utilisés pour la recherche fondamentale. Alors, comment le LHC fonctionne? Et ça va me permettre également de parler un petit peu des matériaux qui sont utilisés dans le LHC. Alors évidemment, on pourrait faire plus long sur le fonctionnement du LHC, mais je vous donne quelques pistes et quelques idées. Donc, alors, effectivement, hein, n'est pas Tony Stark qui veut, parce que si Iron Man, alias Tony Stark, est capable de construire tout seul dans son garage ou dans sa cave un accélérateur de particules, comme on peut le voir, et puis il utilise le bouclier de Captain America pour aligner son faisceau dans l'anneau, là, c'est évidemment beaucoup plus compliqué dans la vraie vie. Et donc, on va parler d'accélération et de guidage. Donc, on a dit les particules, comme les protons, chargées positivement, vont être accélérées par l'intermédiaire d'un champ électrique et elles vont être guidées à l'aide de champs magnétiques fournis par des aimants. Donc, l'accélération est fournie par un champ électrique, donc c'est que vous connaissez, hein, la force égale QE pour l'accélération et la force de Lorentz en ce qui concerne le guidage magnétique. Alors, pourquoi on a un guidage magnétique? Parce que le faisceau de particules, il faut courber, il faut qu'il suive l'anneau. Donc, on est obligé de courber la trajectoire des particules, ce qui se fait à l'aide de dipôles magnétiques. Et enfin, il faut également focaliser le faisceau pour pas qu'il aille se balader sur les parois de l'anneau. Et donc, on utilise des aimants quadripolaires pour faire la focalisation du faisceau de protons. Donc, une accélération par un champ électrique à l'aide de composants qu'on appelle des cavités accélératrices et des aimants qui vont permettre de courber le faisceau, donc des dipôles, quadrupôles qui vont permettre de focaliser le faisceau de particules. Et on n'utilise pas n'importe quel type de matériau pour ces aimants, ou même pour les cavités. On utilise des matériaux supraconducteurs. Donc vous connaissez sans doute tous la définition d'un matériau supraconducteur. C'est la particularité de posséder une résistance électrique nulle si on leur applique une température dite critique, et également s'ils voient un champ magnétique inférieur à un champ magnétique critique. Ce qui permet notamment, vous voyez, c'est le fameux effet Meissner qui permet de faire léviter des matériaux supra-refroidis. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces matériaux supraconducteurs, c'est du fait de la résistance électrique nulle, ça autorise le passage de courants très intenses sans que le matériau ne s'échauffe. Et ça permet également donc d'obtenir des valeurs de champ très élevées pour les éléments supraconducteurs de plusieurs Tesla, ce qui est indispensable pour arriver à courber et à focaliser les faisceaux de protons pour ces applications spécifiques.
Donc il faut savoir que les bobines des aimants supra qui sont utilisées sont parcourues par des courants très forts, quasiment 12 000 ampères. Et donc, de travailler avec des matériaux supra permet d'éviter la surchauffe des bobines par 6 joules, et éviter également l'encombrement de ces aimants qui seraient gigantesques, qui seraient de refroidissement si on utilisait des aimants classiques à température ambiante. Alors, je vous ai indiqué ici donc, les aspects matériaux un peu, ce sont les différents types de matériaux supra, donc température critique et champ critique pour ces matériaux dits supra. Et donc, pour les cavités accélératrices qui vont permettre d'accélérer les particules, les protons, on va utiliser du niobium. Et pour les fils ou les câbles qui vont servir de bobinage pour les aimants supra, on utilise du NBTI actuellement, et pour la future machine, du NB3SN. Alors, il faut bien voir qu'il existe des supras qui ont une température critique beaucoup plus élevée, par exemple, mais le problème, c'est qu'on veut des matériaux qui soient usinables, d'une part, et qui aient des bonnes propriétés mécaniques et thermiques, d'autre part. Donc, faire de l'usinage dans l'Ibacchio, qui a certes une température critique plus élevée, mais qui est une céramique, et donc fabriquer des aimants ou des fils ou des câbles avec une céramique comme Ibacchio, ou fabriquer une cavité accélératrice en Ibacchio, ce n'est pas possible. Donc, il y a aussi des problématiques appliquées d'usinabilité en fait, du matériau qu'on veut utiliser pour ces applications. Donc, cavité accélératrice en niobium, et on utilise des câbles en NBTI pour les aimants. Alors, les cavités accélératrices, c'est un fonctionnement particulier. Pour le champ électrique qui va permettre d'accélérer les particules, les protons, sont en fait des cavités radiofréquences. Alors, radiofréquence, c'est quoi? C'est une onde radiofréquence, c'est une onde électromagnétique dont la fréquence est comprise entre 9 kHz et 3000 GHz. Et donc, on a un champ électrique oscillant dans l'axe du faisceau qui permet d'accélérer les particules. Dans le LHC, la fréquence d'oscillation est de 4 Hz. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, si vous utilisiez une différence, un champ électrique classique entre une borne plus et une borne moins, il n'est pas possible de maintenir l'isolation entre les deux bornes pour atteindre les champs électriques qui sont souhaités pour pouvoir accélérer les particules à la vitesse que l'on souhaite. Donc, il n'y a que la possibilité, que les cavités radiofréquences qui permettent de faire ces accélérations, et pas les classiques, pas les accélérateurs classiques, on va dire, classiques. Et donc, comment ça fonctionne? Alors, j'ai juste un petit film, j'espère que ça faut que j'aille le pointeur qui vous montre en fait voilà, donc c'est un film que j'ai piqué au site du CERN, donc il vous montre en fait tunnel avec une animation où on voit l'anneau du CERN, et en fait il y a 8 cavités radiofréquences qui sont disposées le long de l'anneau qui permettent d'accélérer les taux de protons. Donc en fait il y en a une ici, et ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez à chaque tour du LHC, en fait, les particules passent à travers donc, ces cavités radiofréquences, et ça leur donne une impulsion électrique. Vous avez un paquet de protons qui arrive, et vous avez le champ oscillant qui change de signe. Et donc, on a une synchronisation. Donc là, en bleu, c'est négatif, en rouge, c'est positif. Il y a donc une synchronisation entre le paquet de protons qui arrive et puis le champ électrique qui passe d'un côté négatif pour attirer et qui change au moment où il passe, qui change de signe pour permettre l'accélération du paquet de protons. Donc, je parle de paquet de protons parce que, en fait, le faisceau de paquet de protons, il y a à peu près de l'ordre de 10 puissance 11 protons par paquet. C'est comme ça qu'on fait l'accélération. Maintenant, courbé et focalisé, je vous ai dit qu'on utilise des aimants supra. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, simplement. Donc, vous voyez ici dans le tunnel, c'est l'image du tunnel, et en fait, le long des 27 km de l'anneau, on a 1232 dipôles qui courbent le faisceau, et on a 858 quadrupôles qui permettent de focaliser. Et ces aimants permettent d'avoir un champ magnétique de l'ordre de 8,33 Tesla, et ils travaillent en conditions refroidies, mais pas simplement avec de l'hélium liquide, mais plus bas, en fait, en température. On travaille avec de l'hélium superfluide, donc à 1,9 K, parce que à cette température-là, il n'y a aucune viscosité et on a une excellente conductivité thermique de l'hélium. Donc on travaille plus bas que les 4 K de l'hélium liquide traditionnel. Alors, juste pour vous rendre compte de la taille d'un dipôle, vous avez ici quelqu'un.
qui est à côté, qui est dans le tunnel, hein, qui est à côté d'un dipôle. Et vous avez ici une coupe qui vous montre les deux lignes de faisceau qui sortent d'un dipôle, donc une entrante, une sortante. On voit plus rien. À la suite de ton film, on voit plus la présentation. Ah. Si maintenant on retrouve, nous, enfin, je pense que tous les collègues sont à la 22. Ah. C'est bon, vous voyez Est-ce tout qu'il y a ça des problèmes? Non, apparemment, il n'y a pas de problème. Tout va bien. On est revenu. Ok. Ok, donc je disais que ici, en fait, on voyait une coupe en sortie de dipôle, enfin en sortie ou en entrée de dipôle, ça dépend du faisceau qu'on regarde, avec un faisceau entrant et un faisceau sortant. Juste quelques mots sur les aimants supra, en fait. Donc le bobinage des aimants est réalisé avec des câbles Rutherford, en fait, qui sont constitués de plusieurs brins qu'on voit ici, et les filaments conducteurs de niobium titane sont dans une matrice en fait de cuivre. Donc on a des brins qui sont constitués de plusieurs filaments insérés dans une matrice de cuivre. Donc ça c'est le côté matériau. Alors maintenant je vais parler un peu de pression. C'était dans le titre du topo. Donc pour situer un peu les choses, évidemment pour circuler dans un anneau, il faut que les particules puissent circuler dans l'anneau, il faut être sous vide, voire sous ultravide. Donc ici, vous avez des niveaux de pression qui sont indiqués quand on passe du niveau de la mer au sommet du Mont Blanc jusqu'à le vide qu'on peut trouver dans la galaxie. Donc on voit que le vide du LHC, on a un vide de l'ordre, donc en millibars ou en hectopascal, c'est la même chose. Pour vous situer, donc la pression atmosphérique, c'est 1013 hectopascales. Et donc, dans le LHC, on a entre 10,9 et 10,11 hectopascales ou millibars, ce qui nous situe à un vide qui est largement inférieur à ce qu'on a au voisinage de la Lune, par exemple, ou même à une altitude qui est celle de la Lune. Donc on travaille dans un domaine ultra vide, ce qui impose des conditions particulières. Concernant les tubes faisceaux, qui sont en fait les chambres à vide, on a, donc vous avez ici toujours les sorties d'aimants, ici, donc on a ce qu'on appelle le colbord qui est là, qui est un gaz inoxydable, qui refroidit à 9 K, et à l'intérieur du colbord, on a ce qu'on appelle le beam screen, au grand faisceau, qui est en fait du cuivre collabiné sur de l'acier. L'intérieur du cuivre, des rayons de quantité électrique thermique. Et le rôle de ce beam screen qu'on voit aussi là, c'est de protéger justement le colbord des dépôts de chaleur qui peuvent intervenir en raison du rayon synchrotron qui est émis par le mouvement des particules de protons qui circulent à l'intérieur de l'anneau. Alors, je reviendrai sur ce phénomène un peu plus tard. Donc, dans le LHC, on a des pompes. Pour plusieurs types de pompes. Je ne vais pas vous faire un cours sur les pompes à vide, mais simplement, je vais encore me focaliser sur l'aspect matériaux. Donc, il y a des pompes, mais pas que. En fait, au CERN et d'autres endroits d'ailleurs, dans le domaine du ultravide, on utilise des matériaux qui ont une capacité de pompage si on les dépose sous forme de film à l'intérieur des chambres à vide. Ce qu'on appelle les dépôts NEG ou pour Non-Evaporable Getter. Donc en fait, on fait des dépôts à l'intérieur des chambres de matériaux spécifiques qui, à température ambiante, quand on les dépose, n'ont aucune capacité de pompage ou de sorption de molécules car ils sont recouverts d'une couche d'oxyde native, comme n'importe quel type de film métallique. On les chauffe à une température entre 200 et 300 degrés sous vide, qui permet de faire diffuser l'oxyde en profondeur. Et ensuite, on libère des sites de sorption en surface et ce matériau peut donc capter des molécules de gaz qui sont dans la chambre. Alors évidemment, c'est utilisé uniquement lorsqu'on est déjà dans un vide poussé. On ne peut pas utiliser ce type de matériaux pour faire du pompage depuis la pression atmosphérique. Il faut déjà avoir pompé pas mal dans la chambre pour pouvoir mettre en œuvre ce type de matériaux, donc travailler dans l'ultravide typiquement. Ces matériaux qui sont spécifiques doivent avoir des propriétés particulières, un coefficient d'oxygène élevé, une solubilité élevée de l'oxygène et une capacité élevée d'incorporation du dihydrogène, qui en fait le H2, c'est le gaz ultime qu'on peut retrouver dans des chambres ultravides. Et donc l'alliage utilisé, c'est un alliage métallique titane, vanadium, zirconium, qui possède ces propriétés-là
et qui peut faire du dépôt de ces gaz. Donc c'est très efficace pour pomper l'H2, le CO2. Par contre, ce n'est pas efficace pour les gaz nobles et le CH2. Donc vous avez ici un exemple de dépôt NEC justement qui est dense, et il y a une particularité pour les métallurgistes qui sont à l'écoute. Il faut que les grains soient colonnaires et de petite taille pour permettre une diffusion accélérée depuis la surface vers le substrat. Voilà. Alors, pour finir, je vais vous parler un petit peu des expériences qu'on peut nous faire au niveau du laboratoire. Et pour ça, je vais vous présenter un peu le contexte. Et ok, on a dit qu'il y avait des protons qui circulaient. Donc ici, c'est un schéma de la ligne de faisceau dans lequel on a des paquets de protons qui circulent. Mais que se passe-t-il réellement? Quels sont tous les phénomènes qu'on peut observer dans l'anneau du LHC? Alors en fait, au départ, en pression statique sans faisceau, on a un vide de 10-11 millibars environ. Par contre, dès que le faisceau circule, on a la pression qui monte, qui peut atteindre 10,9, 10,8 millibars. Il ne faut pas que ça monte trop, sinon l'anneau ne peut plus fonctionner. Alors, qu'est-ce qui provoque cette élévation de pression à l'intérieur de l'anneau? Alors, il y a plusieurs phénomènes qui se passent. Alors, tout d'abord, on dit, OK, on a du vide, on est à 10-11, mais en fait, il y a quand même toujours des molécules de gaz résiduelles. Et donc, quand le faisceau de protons circule, il va interagir avec ces molécules neutres, donc qui peut être du CO2, du CH4, du H2, et va les ioniser. En les ionisant, on produit des ions d'un côté et des électrons de l'autre, qui peuvent venir impacter les parois. Ce faisant, on a des phénomènes qu'on appelle de désorption stimulée, c'est-à-dire que ces électrons et ces ions vont taper les parois et faire dégazer des molécules neutres, ce qui contribue à l'augmentation de pression. On a aussi du rayonnement synchrotron. Donc on a en fait des particules qui sont accélérées, et dès qu'on a des particules accélérées par un champ magnétique ou électromagnétique, eh bien on a du rayonnement synchrotron, donc on a des photons qui sont émis et qui également vont venir impacter la paroi, et on peut également avoir de la désorption stimulée par les photons qui viennent taper les parois. Donc en gros, on a des élévations de pression parce qu'on a à la fois des ions, des électrons et des photons qui sont fabriqués, qui sont évidemment des phénomènes parasites et qui viennent faire dégazer et faire augmenter la pression à l'intérieur de l'anneau. Ça, c'est le phénomène de désorption. Mais on a également d'autres choses qui se passent. On va faire l'interaction particule-matière. Donc, dès qu'on a un photon qui va venir taper la paroi, on a le phénomène de photoélectricité qui intervient. Et donc, un photon qui arrive sur la paroi va produire des photoélectrons. Ces photoélectrons vont être accélérés par le champ électromagnétique du faisceau, là, et ils vont venir taper la paroi à un autre endroit. Ce faisant, on a un deuxième phénomène qui s'appelle la production d'électrons secondaires. Quand un électron tape une paroi, il produit des nouveaux électrons, qu'on appelle les électrons secondaires. Et la nature est bien faite ou mal faite. Quand un électron arrive sur la paroi, ça dépend donc de la nature du matériau, mais généralement les métaux et le cuivre en particulier, quand vous avez un électron qui arrive, il va en émettre au moins en moyenne 2 à 2,5. Ce qui fait que vous avez une multiplication du nombre d'électrons qui peut circuler dans l'anneau avec des électrons parasites. On a un phénomène qu'on appelle le multipacking qui se produit, qui peut même aboutir en fait à la formation de nuages d'électrons qui vont venir en fait perturber le faisceau et qui peuvent même venir le déstabiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à étudier parce que ce phénomène-là, c'est un des principaux phénomènes limitants du LHC. Pourquoi on ne peut pas monter plus haut que l'énergie produite? Parce que on favorise ce phénomène qui empêche en fait le fonctionnement correct de l'accélérateur. Alors, donc, ça provoque également des augmentations de pression qu'il faut contrôler. Et donc, je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut faire comme mesure, donc des études qu'on peut faire nous ici au laboratoire, en lien avec ces problématiques-là. Donc, par exemple, dans le cadre d'une thèse qui a été soutenue l'année dernière de l'équipe, on a donc accès, en collaboration avec les collègues du CERN, accès à un endroit de l'anneau où on peut faire des mesures, alors liées au vide essentiellement, qui s'appelle le Vacuum Pilot Sector, qui est un secteur de 18 mètres de long sur l'anneau, qui est situé exactement ici, entre les points 7 et 8. Alors, c'est un secteur qui n'est pas à froid, hein, c'est un secteur qui est à température ambiante, sur lequel on peut faire des études vides en fonction des matériaux qui sont dans la chambre, qui constituent la chambre. Donc, en fait, il y a 4 différentes de mesures.
dont l'intérieur est constitué soit du fameux dépôt nègre dont je vous ai parlé, du carbone amorphe et du cuivre de différentes qui ont été installés à différentes années. En fait. Et si on regarde l'évolution de certains signaux comme la pression, des signaux des mesures de courant électrique ou de d'ion, des mesures de courant positif, c'est-à-dire d'ion, au niveau de cette station numéro 4, lors du fonctionnement de l'anneau, vous avez un exemple ici. Hein. Vous avez en bleu, c'est le courant, l'intensité du faisceau. Et en noir, c'est l'énergie du faisceau. Donc, on peut suivre. Alors, ce qui se passe, c'est que les paquets de protons sont injectés dans l'anneau et on appelle ça un fil. Et les fils sont répertoriés par un numéro. Dès qu'on fait une injection, il y a un numéro qui permet de repérer ce qui s'est passé. Donc là, c'était le fil numéro 7319. En bleu, vous avez l'intensité qui monte. On injecte les paquets de protons au fur et à mesure dans la machine. Donc c'est pour ça qu'on a des escaliers. Hein. On attend. Donc c'est en fait en fonction du temps, vous voyez. Hein. Donc on injecte petit à petit les paquets de protons dans la machine. Ensuite, donc on les injecte non pas à l'énergie finale, mais on les injecte à une énergie de 450 GeV. Ensuite, une fois qu'on a tout injecté dans l'anneau, on monte l'énergie jusqu'à 6500 GeV, en l'occurrence ici. Et ensuite, on peut lancer la séquence de collision dans les détecteurs. Et donc, vous voyez ici l'évolution des signaux. Donc, la pression, dès qu'on injecte les protons dans l'anneau, on a une augmentation de pression. De façon concomitante, on a le courant d'électrons qui augmente, le courant d'ion qui augmente. Et puis, une fois qu'on est stable, ça diminue. Et puis, quand on monte l'énergie, on a à nouveau une montée. Et puis, quand le faisceau est stable ici, on a quelque chose qui commence à diminuer. Au final, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous faites des collisions, vous perdez des protons. Évidemment, vous voyez ici, au niveau de l'intensité en bleu, ça commence à diminuer parce que y a des protons qui sont perdus par les collisions qui ont lieu dans le détecteur Atlas, par exemple. Et donc, on a cette diminution de pression. Donc là, c'est pour vous donner une idée qu'on peut, on s'intéresse à ce qui se passe dans la machine pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la pression, mais également en termes de nuages d'électrons, par exemple, qui sont typiquement ce qu'on mesure là avec le courant d'électrons qui est donné. Alors, outre les manips qu'on peut faire sur le LHC, hein, on peut faire également des expériences en laboratoire pour comprendre les phénomènes. Donc, étudier par exemple le comportement du cuivre sous bombardement électronique. Donc, c'est ce qu'on fait en laboratoire. Hein. On peut utiliser un canon à électrons avec des énergies bien connues. On bombarde l'échantillon en cuivre, et puis on regarde le nombre d'électrons secondaires qui est émis. Donc, le rapport, ça vous donne ces fameux rapports électrons secondaires, électrons primaires, qui est, comme je vous l'ai dit, largement supérieur à 2 pour le cuivre au démarrage. On peut voir cette courbe-là, en fait. Et ensuite, en fait, il y a un phénomène intéressant, c'est que plus on bombarde, plus ce rendement, qu'on appelle le phénomène de conditionnement. Donc, en fait, ce rendement-là, cette valeur-là, va diminuer au cours du temps pour atteindre une valeur qui peut être relativement faible et qui permet, en fait, de travailler parce que si ce phénomène-là n'existait pas, il y aurait un trop grand nombre d'électrons dans l'anneau du LHC, par exemple, on ne pourrait pas fabriquer des faisceaux de protons. Donc, ce phénomène de conditionnement est extrêmement important pour le fonctionnement de la machine. Alors, comment on explique ce phénomène, en fait, pourquoi ce paramètre-là diminue lorsqu'on irradie longtemps avec des électrons? Eh bien, en fait, c'est lié à une modification de la chimie de surface. Il faut savoir qu'on travaille avec des surfaces dites techniques, en fait, hein, sur 27 km de circonférence. Hein. Le cuivre qui est utilisé, ce n'est pas un cuivre qui a été abrasé, enfin qui a été nettoyé de façon comme on pourrait le faire en laboratoire. Il est évidemment nettoyé, mais on est en milieu, je dirais, quasiment industriel. Hein. Donc, il y a toujours des contaminants présents en surface. Il y a évidemment une couche d'oxyde, mais plein de contaminants qui sont en surface, des contaminants organiques, donc qui possèdent des atomes de carbone. Et en fait, au bombardement électronique, on s'aperçoit que ces contaminants vont se transformer. Donc ça, c'est aussi le cadre de la thèse sur la Bilgen. On regarde l'évolution du carbone de contaminants qui vont se transformer en carbone graphène en surface. Donc je ne rentre pas dans le détail, simplement pour vous dire que ces contaminants organiques de surface vont se transformer sous l'action du bombardement électronique en carbone graphène. Et c'est ça qui, en fait, qui permet, qui explique pourquoi, au bout du compte, le conditionnement est efficace et que le rendement d'émission d'électrons secondaires va diminuer pour permettre l'opération de la machine de façon, entre guillemets, naturelle. Voilà, donc je vais finir mon propos en vous montrant le futur, le FCC, le futur collisionneur qui est à l'étude. Donc là, on va passer non pas de 27 km, mais à 100 km de circonférence. Et donc, on va se servir en fait du LHC comme accélérateur, comme
préaccélérateur pour préaccélérer les protons dans le futur collisionneur, puisqu'on va monter à des protons de 50 TeV par faisceau. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et donc, pour quelques questions rapides, parce qu'il est déjà 13h17, je suis désolé du fait du problème du démarrage, mais je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions. Merci Gaël, Merci. merci beaucoup pour cette présentation très pédagogique. J'ai pas mal de questions, mais je vais laisser la parole à l'audience. Donc, je sais que Romain avait une question. Tu peux prendre la parole. Oui, tout à fait, merci Pascal. Oui, je m'intéressais sur comment est-ce qu'on arrivait à filtrer, en dehors du comportement naturel de la matière, à absorber ces électrons parasites et être moins générateur. Comment est-ce qu'on arrive à supprimer ces électrons, ces nuages d'électrons qui viennent limiter le LH? Alors en fait, on ne peut pas les supprimer, mais on essaie de limiter leur influence. Donc, on joue en fait, on sait que ça va forcément apparaître, et donc on joue sur différents paramètres. Déjà, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais la structure temporelle du faisceau, du paquet de protons, on a des paquets de protons qui sont espacés de 25 nanosecondes. Et en fait, on s'est aperçu que si on espace plus les paquets, ce phénomène est réduit. Mais on veut quand même avoir beaucoup d'intensité pour faire les collisions, donc la limite, la longueur maximale, le temps entre deux paquets était limité à 25 nanosecondes. C'est une première chose. Donc on peut jouer sur la structure temporelle du faisceau pour limiter le phénomène de nuage d'électrons. Deuxièmement, il y a au cours du temps, comme je l'ai expliqué, avant de lancer les vraies manips de physique, il y a une période qu'on appelle de scrubbing, qui est faite pour justement conditionner les surfaces, pour générer beaucoup d'électrons exprès, pour que justement le rendement d'émission d'électrons secondaires, qui est le paramètre principal qui pilote ça, diminue suffisamment pour que pour un électron qui impacte la paroi, il n'y ait pas 2,5 qui sortent, mais plutôt 1,5 ou 1. Et deuxièmement, pour certaines zones critiques, on peut faire des dépôts de matériaux qui ont un faible, ce qu'on appelle un faible rendement d'émission d'électrons secondaires, qui est du carbone. Donc on fait des dépôts de carbone pour certaines zones critiques. Et enfin, dernière chose, on peut mettre des électrodes à certains endroits qui vont capter les électrons. Donc à certains endroits de l'anneau, on met des électrodes spécifiques qui vont récupérer, qui ont pour seul but de récupérer les électrons, ces électrons parasites. Mais c'est inhérent en fait, la présence du phénomène de photoélectricité. On a forcément des rayonnements synchrotrons, qui est à l'origine des premiers photons. On a également l'ionisation du gaz résiduel, qui est une source d'électrons. Donc on aura toujours ces électrons qui se baladent, mais il faut juste qu'il y en ait le moins possible. Très bien, merci Romain. D'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole s'il y a d'autres questions. J'en avais pas vu sur le chat. Alors moi j'ai une question, mais tu as déjà partiellement répondu, Gaël. Donc je me disais effectivement, préparation des surfaces, on utilise les électrons apparemment parce que c'est quelque chose qui est de toute manière créé dans le système. Et on voit que ça baisse effectivement la création d'électrons secondaires. Et si on fait des irradiations à des ions type hélium, etc., ça ne permet pas d'améliorer l'état de surface en vue de ne pas créer d'électrons secondaires? En fait, c'est quand même, il faut imaginer la taille des chambres. Les chambres ont 7 mètres de long. Donc il faut des procédés quasi industriels, donc des procédés qui sont applicables à cette échelle-là. Et donc, la première chose qui est… Alors, il y a aussi un truc que je n'ai pas mentionné, c'est la rugosité. La rugosité diminue aussi le rendement des émissions d'électrons secondaires. Et donc, dans certaines… Les chambres, elles ne sont pas forcément lisses. Comment on fait des comment on appelle ça on fait des scratchs exprès au niveau donc des fissures ou pas des fissures mais Les rayures.
Ouais, des rayures, merci. Des rayures exprès à certains niveaux pour limiter ce phénomène. Donc, au niveau du beam screen en cuivre, il y a tout un tas de choses qui sont faites sur mécanique, je dirais, pour limiter ça. Ensuite, bon, il y a toujours, évidemment, ces chambres, elles sont nettoyées pour l'ultravide. Comme je disais, il y a toujours des contaminants. Et ce qui fait vraiment baisser le rendement d'émission d'électrons secondaires, c'est la période qu'on appelle de scrubbing, hein, qui peut durer une semaine, où ils font en fait, ils exacerbent le phénomène d'électron cloud pour justement qu'il y ait beaucoup d'électrons qui soient générés, qui impactent les parois, et qui nettoient entre guillemets les parois. C'est comme ça essentiellement qu'on fait. Après, il y a des endroits où ils déposent du carbone. Donc, il faut imaginer que sur une chambre de 7 mètres de long, on fait du carbone, on fait des dépôts de carbone internes, hein, parce que c'est à l'intérieur. Sur 7 mètres de long, avec des dépôts qui sont avec des concepts qui sont prévus juste pour ça. Hein. Donc, il y a des challenges à ce niveau-là, hein, compte tenu des tailles des objets qu'on manipule. Hein. Encore une fois, on est à l'échelle industrielle quasiment, donc faire des nettoyages simplifiés sur 27 km de circonférence, c'est compliqué. Tu vois. Oui. D'autres questions? Moi, j'ai une question un peu politique. Le futur collisionneur, là, il est financé? Pardon? Le futur collisionneur est-il Ouais. financé par les États européens? Oui, en principe, oui, mais ça se discute. Il faut bien dire que le projet de FCC est déjà sur les rails. Alors, en fait, là, on parlait de Hadron, mais le premier FCC qu'on va faire, c'est pas qui est prévu d'être fait, c'est pas des protons, c'est un collisionneur électron-positron. Tout simplement parce que c'est plus facile dans un premier temps d'accélérer, de piloter des électrons. Et donc, il y a déjà sur la table hein, les projets qui sont, enfin les études qui sont faites. Par contre, est-ce qu'on aura le financement final? Ça fait pas encore, effectivement, ce n'est pas encore arbitré, mais il y a déjà les gens, enfin les collègues travaillent dessus. Donc, on travaille avant de savoir si on va avoir finalement le financement pour construire le FCC qui, dans un premier temps, sera électron-positron, comme ça a été le cas avant. Hein. Avant le LHC, il y avait l'accélérateur qui s'appelait LEP, qui était un accélérateur d'électron-positron, et on a utilisé le tunnel du LEP pour faire le tunnel du LHC. Et là, pour FCC, il y a d'abord prévu une première étape, c'est de faire électron-positron. Dans une deuxième étape lointaine, moi je serai à la retraite sans doute, hein, ça sera un collisionneur de hadron. Parce qu'il faut bien voir les échelles de temps. Hein. Il n'y aura pas de retraite, Gaël. Pas de retraite pour les enseignants-chercheurs. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de remercier Gaël pour cette présentation claire qui nous a appris les futurs projets européens et qui est passionnant hein, parce qu'arriver à faire un anneau de 100 km, c'est quand même extraordinaire. Merci à tous. Okay, bah, merci Alors, à tous. Le prochain séminaire, je compte sur Corinne, comme toujours, pour me donner la date. C'est au mois de juin et il s'agit d'un doctorant. Et je pense que Corinne est peut-être là, mais sinon, de toute manière, vous recevrez l'annonce comme d'habitude. C'est le 17 juin, dit Yves. Voilà. Merci encore, Gaël. Bon après-midi à tous. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir.